Bonjour tout le monde et merci d'assister à cette petite conférence et pour l'invitation. Donc je vais vous parler un peu de changement climatique, de glace de mer et puis surtout de mammifères et d'oiseaux marins que nous on va utiliser comme ce qu'on appelle des sentinelles de la glace de mer face au changement climatique. Donc ça vous l'avez déjà vu j'imagine 20 fois. C'est ce qui nous montre qu'il y a un réchauffement global. La figure du haut vous montre en noir les températures globales, la surface de la Terre qui sont mesurées. Et les lignes de couleur, c'est les prédictions qui sont faites par les modèles du GIEC. Donc prédictions qui indiquent qu'il y a un réchauffement en cours et qui va se poursuivre dans les années à venir. Les dernières modélisations, vous avez entendu parler il y a quelques temps, par les groupes de recherche français, montrent qu'il est plus fort que ce qu'on pouvait encore imaginer. Donc on est plutôt dans les scénarios rouges là-haut. Et ce réchauffement, en fait, il a lieu sur quasiment toute la planète. Ça, c'est la figure du bas qui vous montre le degré de réchauffement. Donc plus c'est rouge, plus c'est chaud. Et particulièrement, ce qu'on voit, c'est les pôles qui sont quand même beaucoup impactés. Et notamment le pôle nord, l'hémisphère nord, là, qui est très impacté par le réchauffement et qui va continuer à l'être. Mais aussi l'Antarctique qui commence à se réchauffer maintenant de manière significative. Alors les pôles, pourquoi c'est important? Parce que c'est quand même des milieux qui jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat mondial. C'est des réservoirs de froid, donc il y a les calottes glaciaires qui constituent des grandes réserves d'eau douce, et puis il y a aussi la glace de mer, qui est une composante très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va servir un peu de couverture. L'océan, en fait, au pôle, il est plus chaud que l'atmosphère, et donc la glace de mer va isoler l'océan. Et puis il y a un rôle majeur de la glace de mer, ce qu'on appelle l'effet d'albédo, c'est-à-dire que la glace de mer, c'est blanc, ça renvoie le rayonnement solaire vers l'espace, et donc ça diminue l'effet de réchauffement. Si la glace de mer fond et disparaît, l'eau de mer qui est sombre va absorber encore plus de rayonnement solaire, et ça va emballer le phénomène, ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive, en fait. Donc cette glace de mer, elle a un rôle vraiment très important dans la régulation du climat, mais elle héberge aussi, vous allez le voir, une biodiversité vraiment remarquable. Alors comment est-ce qu'on étudie la glace de mer? Il y a différents moyens. Il y a les mesures satellites, donc qui sont maintenant assez courantes, et puis après il y a des moyens nautiques, soit des ROV, donc des robots sous-marins qui vont aller mesurer l'épaisseur par en dessous de la glace de mer, ou des sous-marins. Des bouées dites intelligentes qui vont être équipées de capteurs qui permettent de mesurer la température ou certaines caractéristiques de l'eau de mer, et puis des bateaux, évidemment. C'est un des premiers outils en fait, de mesure de l'étendue de la glace de mer, c'était les bateaux pendant la période de la chasse aux baleines, puisque les baleiniers enregistraient systématiquement la première glace qu'ils rencontraient. Et en compilant ces données historiques, il y a des chercheurs qui ont déjà montré qu'il y a eu un déclin de la banquise autour de l'Antarctique à partir des années 60-70, un premier déclin. Mais tous ces systèmes de mesure en fait, permettent effectivement de mesurer physiquement la variation de la glace de mer, mais par contre, on n'a aucune idée de ce qui se passe sous la glace, et notamment toute la vie et les écosystèmes qui sont associés à la glace de mer. Et c'est là où on a un intérêt à utiliser des prédateurs marins, donc des phoques, des baleines ou des oiseaux, parce que sous la glace de mer, en fait, il y a tout un écosystème qui est présent. Ce que vous avez ici, c'est une schématisation d'un écosystème qui est sous la glace. En fait, il faut voir la banquise comme un paysage très complexe, avec des montagnes sous-marines, des crevasses sous la glace. La banquise, elle peut faire plusieurs mètres d'épaisseur, donc c'est un habitat vraiment très complexe. Et sous cette banquise, on va avoir des communautés d'algues, de micro-organismes qui vont se développer. Et à partir du moment où on a toute cette communauté d'algues, il va y avoir des consommateurs primaires, donc c'est-à-dire des brouteurs, comme le krill. Vous avez déjà entendu parler, j'imagine, du krill, c'est des petites crevettes. Donc toute une communauté de brouteurs qui va s'installer sous la glace de mer. Et évidemment, il va y avoir des prédateurs des brouteurs, donc des poissons, et des prédateurs de poissons, des oiseaux, des phoques ou des baleines. Donc c'est un écosystème qui est quand même très riche et très productif par endroits. Et la glace de mer, elle est importante non seulement pour les prédateurs qui sont antarctiques, comme les manchots qu'on voit à droite, mais aussi pour des prédateurs qui viennent de milieux, on va dire, subpolaires, donc que ce soit subantarctique ou subarctique, puisqu'on va avoir des espèces d'animaux qui vivent dans ces milieux à des climats plus tempérés, mais qui vont se déplacer et vont aller chercher leur nourriture au niveau de la glace de mer, parce que c'est un endroit très très productif. Donc c'est un écosystème vraiment très important et très productif, puisqu'il va y avoir une production primaire d'algues et de biomasse vraiment très importante.
D'où l'idée d'utiliser ces prédateurs pour suivre cet écosystème qui est lié à la glace de mer. Parce que les outils de mesure que je vous ai présentés tout à l'heure, les satellites, les bateaux, etc., ont beaucoup de mal à mesurer l'abondance de poissons, l'abondance de krill qui se trouvent sous la glace, pour des raisons de coût, parce que c'est quand même des campagnes très coûteuses, et pour des raisons logistiques, parce que logistiquement, c'est difficile d'envoyer des engins sous la glace. Donc les prédateurs, ils peuvent jouer ce rôle-là. Alors pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle plutôt des éco-indicateurs. Ici, ce que je vous ai représenté, c'est une vue très simplifiée de ce qu'on appelle un réseau trophique ou une chaîne alimentaire dans les milieux polaires. Donc ici, vous avez les prédateurs qu'on voit à droite, qu'on étudie, donc des oiseaux marins ou des phoques qui vont consommer du poisson, du krill. Et le krill lui-même est dépendant de toute cette communauté de phytoplancton et d'algues qui se trouvent sous la glace de mer. Et le changement climatique, en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va affecter la température de l'eau de mer, il va affecter l'étendue de la banquise, et donc il va affecter cette production de krill indirectement via les micro-organismes, et ça va se répercuter en fait sur ces prédateurs marins. Et donc on va détecter le signal, c'est-à-dire l'effet du changement climatique sur l'écosystème glace de mer, via les prédateurs marins. Pourquoi? Parce qu'actuellement on a beaucoup de mal pour mesurer cette composante des écosystèmes. Donc on les utilise vraiment comme des éco-indicateurs, d'où l'idée d'utiliser ça comme sentinelle de la glace de mer. Et donc ça, c'est ce qui nous a donné l'idée de proposer ce projet, les sentinelles de la glace de mer, donc Sensei, qui est donc soutenu en grande partie par la Fondation BNP Paribas, et puis par des instituts polaires, dont l'Institut polaire français, mais aussi l'Institut polaire norvégien notamment, et qui implique une quinzaine de laboratoires ou d'universités dans le monde, et une trentaine de chercheurs, d'étudiants, de thésards, de postdocs actuellement. Et l'objectif du projet, c'est de comparer la réponse de plusieurs prédateurs marins qui sont associés à la glace de mer, et en faisant cette comparaison à la fois au niveau de l'Arctique et au niveau de l'Antarctique. Donc, à ma connaissance, c'est une des premières études qui essaie de comparer ces réponses dans les deux écosystèmes polaires. Et là, je vous ai présenté la liste des espèces qu'on étudie actuellement. Donc, sur la partie arctique, il y a plusieurs espèces. En haut, on a les guillemots à miroir. Ici, c'est le guillemot brunique. Une espèce de phoque, qui est le phoque à capuchon, qui est totalement dépendant de la glace de mer. Et une espèce de mouette, ici, la mouette tridactyle, qu'on étudie au Spitzberg. Et à droite, alors c'est un peu confus, on ne voit pas tout. À droite, il y avait initialement dans le projet, on avait mis 4 espèces aussi. Donc, on avait 4 espèces antarctiques, 4 arctiques, qui faisaient les pendants en termes écologiques. Donc le manchot Adélie, il y avait le pétrel des neiges et 2 espèces de phoques, le phoque de Weddell et l'éléphant de mer. Et puis depuis le début du projet en 2007, en fait, on a intégré 2 nouvelles espèces qui répondent fortement aussi aux variations de la glace de mer. C'est le bien connu manchot empereur et puis une espèce de labe, le labe de McCormick, qui ressemble à un gros élan prédateur et qui dépend lui aussi de la glace de mer. Et donc l'objectif du projet, c'est d'essayer de regarder quelles vont être les réponses comportementales, les réponses démographiques, c'est-à-dire comment les populations vont varier en fonction des variations d'étendue, de concentration, des caractéristiques de la banquise. Et une fois qu'on a compris un peu comment les animaux vont répondre, on a une idée de la réponse des écosystèmes au changement climatique, et à partir de ça, on va essayer de créer ce qu'on appelle des indicateurs de changement des écosystèmes liés à la banquise face au changement climatique. Alors le projet il a démarré en 2017, dans l'été 2017, donc il y a depuis eu plusieurs campagnes. Et donc je ne vais pas vous présenter toutes les espèces, hein. Ça serait un peu laborieux, on pourra en parler après. Mais une des plus connues, c'est le manchot empereur, sur lequel on avait déjà travaillé avec le programme qui existe en Antarctique à la station du Mont d'Urville, qui est soutenu par l'Institut polaire français. Donc c'est le manchot empereur. Lui, on savait déjà qu'il réagissait beaucoup aux variations de la glace des mers. Quand il y a un retrait de glace de mer, il y a beaucoup moins d'habitat pour sa reproduction en général, et les performances de reproduction sont moins bonnes, donc les populations souvent vont diminuer. Il y a notamment une colonie de manchot empereur maintenant qui est éteinte en péninsule antarctique, et son extinction est vraisemblablement due au fait qu'en péninsule antarctique, il n'y a plus de glace de mer en face de cette colonie, donc il n'y a plus d'habitat favorable pour cette espèce là-bas. Une autre espèce phare en fait dans le programme là actuellement, c'est le manchot Adélie. Donc c'est un petit manchot qui fait
une 40-50 cm de haut, qui fait 3-4 kg. Et qui est, alors lui, il va se reproduire en été, le manchot empereur, il se reproduit plutôt en hiver, et qui est très intéressant pour aller justement échantillonner ce qui se passe sous l'eau, parce que c'est un prédateur de krill, qui est totalement, lui aussi, dépendant de la banquise et de la glace de mer, et qu'on étudie aussi sous toutes les coutures en Antarctique. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir ces réponses comportementales ou démographiques ? Les outils qu'on va utiliser, c'est des capteurs qui sont posés ou embarqués sur les animaux. Là, vous avez un exemple ici, c'est une balise qui est posée, collée sur la fourrure d'une tête de phoque à capuchon en Arctique. Donc ces instruments, dedans, il y a un GPS. Donc ça va nous donner une idée du déplacement des animaux. Donc on va pouvoir ensuite relier les endroits où les animaux vont s'alimenter avec les caractéristiques de la glace de mer dessous. Et il y a aussi d'autres capteurs, dans le cas de celui-là, par exemple. On va avoir des capteurs de température qui vont donner des renseignements sur la température de l'eau sous la glace, des fluorimètres qui vont nous donner une idée de la concentration en phytoplancton sous la glace de mer. Donc tout un tas d'informations qu'on peut récolter à partir des animaux et qu'on ne peut pas avoir avec des bateaux ou avec des bouées dérivantes facilement. Donc c'est vraiment ces outils qu'on utilise. On équipe des animaux chaque année. On récupère les informations et puis on va les traiter et les analyser en fonction de la variation de la glace. Notre exemple ici, c'est sur des manchots. Donc vous voyez ici un manchot Adélie. Donc sur le dos, là, il a un petit GPS qui enregistre aussi la pression. Pourquoi ? Parce que c'est un oiseau qui mange en plongeant. Et donc si on a la pression, on peut avoir la profondeur à laquelle il s'alimente sous la glace de mer. Et puis sur la tête, il a un petit crayon. En fait, c'est une mini caméra. Maintenant, on a des caméras suffisamment petites pour les coller juste sur les plumes, les récupérer 4-5 jours après que l'oiseau soit parti en mer, parce qu'ils reviennent à terre régulièrement. Et ces caméras, en fait, elles viennent compléter les informations qu'on va pouvoir récolter avec les GPS, puisque la caméra va pouvoir filmer le type de proie qui est consommée sous la glace de mer. Et ce qu'on essaie de développer dans le cadre du projet, c'est, alors au lieu d'une petite caméra sur la tête ou d'un GPS sur le dos, on va mettre un mini radar qui est actif. Et le radar, en fait, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un écho au niveau de la glace de mer pour en mesurer son épaisseur. Parce que c'est quelque chose que les climatologues ont beaucoup de mal à mesurer. C'est l'épaisseur de la glace de mer par satellite. Ils ont beaucoup de mal à le faire. Et donc, on s'est dit, on peut, au lieu d'essayer de le mesurer par le dessus, on va essayer par dessous, avec des mini-radars embarqués sur des animaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est en phase de développement. C'est pas simple. Il y a des difficultés quand même techniques assez importantes à résoudre. C'est pas encore au point pour utiliser sur des oiseaux, mais par contre sur des mammifères marins comme l'éléphant de mer ou le phoque de Weddell qu'on a vu tout à l'heure, là on commence à avoir quelques résultats. Et donc l'avantage d'utiliser ces animaux comme indicateurs ou sentinelles de la glace de mer, c'est qu'on peut les attraper assez facilement, on peut leur poser ces appareils, on peut les compter facilement à terre, on peut les baguer aussi pour estimer le taux de mortalité ou la production en jeunes. Et puis une fois qu'on les a équipés, on les relâche. Ils vont faire un séjour en mer de plusieurs jours, ils reviennent à la colonie, on récupère les informations, on enlève les capteurs et puis l'oiseau continue sa vie. Donc c'est vraiment une méthode assez intéressante pour étudier ces écosystèmes-là. Alors en 2 mots, quelques résultats. Ici, ce que vous voyez, c'est les trajets GPS qui ont été obtenus sur des phoques à capuchon. Donc le phoque à capuchon, en fait, c'est une espèce qui se reproduit sur la glace, sur la banquise, au large du Labrador. Donc les femelles vont mettre bas sur la glace. Et c'est un phoque qui est vraiment assez particulier, puisque la période de sevrage est très courte. En 4 jours, le poids du jeune veau, enfin, du jeune phoque, va plus que doubler, et il va être indépendant au bout de 4 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 4 jours, sa mère a la lettre de l'allaiter sur la glace, la mère s'en va et elle le laisse tout seul. Et là, il faut qu'il se débrouille. 4 jours. Donc c'est vraiment impressionnant. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est les trajets des jeunes. Donc c'est des jeunes qui ont un peu plus de 4 jours. Hein. On a attendu qu'ils soient un peu plus gros pour les équiper avec des balises. Et puis au bout d'un moment, ils partent de leur zone où ils sont nés. Puis on les voit remonter. Et ils vont aller, beaucoup d'entre eux vont aller le long des côtes est du Groenland. Et donc ça va fournir des informations vraiment importantes sur la structure des masses d'eau, sur la présence de banquises, etc. Un autre résultat qui concerne les travaux qui sont faits à Dumont d'Urville, donc en Terre Adélie, en Antarctique.
sur les pétrels des neiges. Alors les pétrels des neiges, c'est un petit oiseau de mer qui fait 300-400 grammes. Et malgré sa petite taille, qui peut vivre jusqu'à plus de 50 ans, donc c'est quand même assez remarquable. Et alors là, ce qu'on leur a mis, c'est des micro-GPS qu'on a collés sur les plumes du dos. Et ce que vous voyez là, c'est chaque point représente une localisation GPS des oiseaux. Donc ils sont équipés à l'étiquette DDU, c'est du Mont d'Urville. Donc ils nichent là. La station de recherche se trouve là, donc on les équipe. Et là, vous avez les trajets de deux individus, un en rouge, un en vert, pardon. Et ce qu'on voit sur la figure, c'est une photo satellite de la glace de mer. Donc là-haut, vous avez ce qui est blanc, c'est le continent antarctique. Ce qui est en noir, c'est de l'eau libre. Et ces zones-là, tout ça, c'est du pack. Le pack, c'est de la glace de mer dérivante qui est fragmentée, en fait. Et on voit bien que les oiseaux, tous les points se concentrent dans ces zones de pack, ce qui indique que les oiseaux, ils vont vraiment s'alimenter dans ces zones de glace de mer. Et vous voyez que dans les zones sombres, il y a quelques points, mais très peu. Donc ça veut dire que les oiseaux, ils traversent les zones d'eau libre, et hop, ils arrivent sur les zones de pack, c'est là où ils vont trouver leur nourriture. Donc ça, on a pas mal de résultats sur cette espèce qui mettent en évidence notamment qu'il y a des différences entre les mâles et les femelles, que les jeunes et les vieux ne vont pas forcément s'alimenter au même endroit. Donc ça veut dire que si on veut anticiper et essayer de modéliser quels vont être les impacts du changement de glace de mer dans l'avenir, il faut connaître en fait tous ces détails, puisque dans une population, tout le monde ne va pas être impacté de la même manière. Donc c'est à ça que nous aident ces petits loggers qu'on pose sur ces petits appareils qu'on pose sur ces animaux. Le projet est en cours. On va faire des campagnes de terrain encore. Il y en a qui viennent de se terminer en Arctique là, en septembre. Les collaborateurs sont rentrés et nous, on va partir en Antarctique au mois de novembre, début novembre, pour une campagne de 2 mois et demi pour continuer à travailler sur cette espèce notamment. Et il y aura encore des campagnes de terrain prévues l'année prochaine en Arctique et en Antarctique. Et le projet va se poursuivre avec la fondation jusqu'à 2022, parce qu'on avait signé une convention de 5 ans, je crois. Donc il va y avoir des résultats qui vont sortir petit à petit. Il y a déjà quelques résultats qui sont sortis. Ça prend du temps, évidemment, mais bon, ça apporte quand même des résultats assez nouveaux et intéressants. Merci.